Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un volley final. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. À droite, mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel épisode de notre podcast. Salut Jonathan. Salut Kevin, ça va bien? Ça va très bien parce que là on a upgradé, on va se le dire franchement. On est monté d'une coche, ça fait vraiment plaisir. Vous allez sans doute vous rendre compte que le son est bien meilleur que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Sans doute que vous verrez aussi la vidéo qui vient avec parce qu'on est maintenant chez les... Au studio d'enregistrement de balado du DJ Hub, qu'on a maintenant accès, qui est vraiment un très beau studio. Et on tient à souligner aussi, là, si jamais vous aussi de votre côté, là, vous avez un projet de balado, de podcast que vous voulez faire, gênez-vous pas. C'est quelque chose qui est disponible là, à la population. Ça peut être disponible aussi aux entreprises, mais c'est disponible pour tout le monde là, si vous voulez le louer. Donc, nous, on a été formés tous avec le matériel. Et il y a plusieurs... Il y a du beau matériel. Il y a du beau matériel. On a plusieurs micros. On a une console de mixage. On a tout l'équipement qu'il faut. Puis on enregistre en 8K en plus. Parce que c'est passé. Il faut non seulement voir nos visages, mais bien les voir. Voilà. Ça nous stresse un peu quand même. Puis on a un beau gazon en dessous de nos pieds. Là, on le verra pas nécessairement à la caméra, là, mais il y a plein de choses qu'on va pouvoir exploiter aussi là, dans les prochains balados ici. Et justement, comme on avait un nouveau studio puis qu'on upgradait, on s'est dit que le mieux pour commencer avec un beau studio comme ça, c'était justement d'avoir un invité de marque, on va dire. C'est Patrick Ayotte, qui est notre directeur général de la RSM, l'association régionale Soccer Mauricie. Je vais essayer d'expliquer à chaque fois, parce qu'on dit RSM, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Et le but, c'est justement de présenter un petit peu ce que c'est qu'une ARS. Donc, bonjour Patrick. Bonjour Kevin. Bonjour Jonathan. Salut. On t'a pas mis la pression, tout de suite invité de Marc, là. J'espère que t'es prêt. Ça va, premier podcast à vie en plus, donc on va gérer ensemble le stress tout le monde. Ah, c'est merveilleux, ça va bien aller. La première question que je vais avoir pour toi Patrick, c'est comme qu'on pose à chaque invité qu'on a. Ce qu'on veut savoir, c'est comment t'es tombé dans le soccer, dans le football. À quel moment ça a commencé pour toi? Et puis si tu peux nous faire un petit résumé sur ton parcours à toi. Tout à fait. Moi, c'est le premier sport que j'ai fait, le soccer. J'avais 4 ans quand j'ai commencé. C'est la première activité que j'ai eue personnellement. J'ai commencé au Cap-de-Madeleine. Dans le temps, c'était les Météores pour qui j'ai joué. J'ai joué au soccer toute ma vie. C'était le sport. J'en ai fait un paquet d'autres, mais le sport de ma vie complète, c'était le soccer. À tous les niveaux, j'ai joué dans le local au début. Après ça, mon niveau de foot était bon, donc j'ai monté dans les échelons. J'ai joué au CS Francheville dans le temps ici. J'ai été un des premiers à partir de la région parce qu'à mon niveau à moi, il n'y avait plus d'équipe élite. Donc, j'avais été joué dans le temps à Victoriaville pour le petit môme. En U16, U17, 3 là-bas. Donc j'ai été dans les premiers qui ont dû s'exiler de la région quand le niveau de jeu le permettait plus ici, dans ma catégorie à moi du moins. J'ai fait des camps d'équipe du Québec, j'ai joué pour le Cégep de Trois-Rivières aussi avec les Diablos. Okay. J'avais été recrue de l'année à ma première année, puis après ça, je m'étais fait le croisé antérieur, puis ensuite ma carrière a été terminée au niveau du soccer. J'ai pas pu continuer universitaire ou autre. Je joue encore pour le loisir aujourd'hui, mais mon niveau de foot ne se pouvait plus au niveau par la suite. Mais tu coaches aussi? Moi, j'ai commencé à coacher très très jeune aussi. J'avais 17 ans, je coachais des jeunes de 16 ans. J'ai commencé à coacher à 17-18. Il y a eu des phases à certains moments que je coachais un petit peu moins. Mais ensuite, honnêtement, depuis 15 ans, je coach activement à chaque année, à chaque saison. Là, je coach mes enfants maintenant. Ma fille un petit peu plus, mais j'étais 10, 12 ans, 15 ans en coachant les enfants des autres. Mes enfants étaient jeunes ou j'avais pas d'enfants, mais j'ai tout le temps coaché. Puis je suis tombé dans l'administration du soccer. Au début, ça se pouvait pas de gagner notre vie là-dedans, mais depuis encore
une douzaine d'années. Ma job temps plein, c'est de vivre du soccer aussi au niveau administratif. J'ai fait des études, un MBA au HEC à Montréal, fait que j'ai fait des études en administration. Puis après ça, je me suis dirigé dans le soccer au niveau du travail aussi. Donc j'ai été joueur, j'ai été entraîneur, maintenant je suis administrateur. Fait que ma vie a pas mal toujours tourné autour du soccer depuis que j'ai 4 ans. Donc tu connais bien l'écosystème du soccer au Québec. Tout à fait. Une bonne connaissance. Je pense qu'on est chanceux dans la région d'avoir. Oui, absolument. La réalité, j'ai été 10 ans de temps et plus en club. Là, je suis en ARS depuis 3 ans, mais je connais les clubs, je connais les ARS aussi, donc ça aide, ça facilite la collaboration, la compréhension. Donc c'est beaucoup. Moi, je connais la réalité des clubs. Chaque club est différent, mais minimalement, je sais quand même comment ça se passe en club aussi. Donc c'est quand même aidant. Ben, justement, ça va amener la première question. Pardon? J'ai dit absolument. Oui. Parce que je pense pour beaucoup de monde, personne ne sait c'est quoi une ARS, une association régionale de soccer. À quoi ça sert? Vous pouvez résumer, l'expliquer un petit peu. C'est correct que les gens ne sachent pas parce que le premier levier ou le premier pilier des membres, c'est avec leur club et non pas l'ARS. L'ARS a différents programmes un peu plus poussés quand on tombe dans les sports-études ou dans les équipes régionales qui vont jouer du Québec. Ça, c'est un peu plus niché quand les gens sont un petit peu plus vieux. Mais à la base, l'ARS, c'est l'organisme de régie du soccer régional. Chaque région de Québec a son ARS. Puis pour la hiérarchie, il y a Soccer Canada, Soccer Québec, les ARS, les clubs. Donc, nous, on est sous Soccer Québec. Au final, on est là pour gérer le soccer dans la région. Les gens pensent qu'on est là juste pour donner des sanctions, de la discipline, mais c'est un des départements qu'on a. Mais tout le reste des leviers, un des leviers les plus importants devient au niveau de la formation des joueurs, formation des arbitres, formation des entraîneurs ou des éducateurs. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur la formation continue, soit des formations qu'on appelle S2, S3, S7, des formations d'arbitre, fait qu'il y a des formations qui se fait, je vais dire, un peu plus théorique ou un peu plus dans le cursus de formation des gens, mais il y a tout le côté continu, support avec les clubs au quotidien, d'aller faire des présences terrain pour aller supporter les clubs. Fait qu'il y a un gros volet au niveau des formations. Il y a le volet naturellement des ligues, fait qu'on est là pour régir les ligues, encadrer les ligues, s'assurer que le développement des ligues se fait bien. En région, ici, il y a eu beaucoup de défis aussi, juste par soccer féminin, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. Donc, il y a tout le volet des ligues. Il y a le volet naturellement discipline, qui n'est pas le plus plaisant, mais qui est nécessaire. S'assurer que ça se passe bien, que les lois de jeu sont respectées, que les arbitres, que tous les intervenants sont respectés. Tantôt, j'en parlais, le côté sport-études, le côté programme régional qui vont au Jeux du Québec. Fait que tout le côté des sections régionales aussi. Nous, les joueurs qui sont là aussi, c'est des joueurs qui peuvent être référés aussi aux équipes du Québec. Donc, c'est un des premiers leviers aussi qui se fait par rapport au plus haut niveau ensuite. Juste pour être honnête avec nos auditeurs, toute la partie sport-études puis arbitrage, parce que je sais que là, on pourrait parler pendant 4 heures, 5 heures sur l'ARS, vu tout ce que tu as expliqué. Mais on va faire un épisode sur le sport-études, puis un autre épisode sur l'arbitrage, parce que je sais que c'est deux pôles qui sont gérés par l'ARS, mais qui sont importants, puis qu'il faut, je pense, qui vaille la peine de mettre un coup de projecteur. Ça vaut vraiment la peine, c'est des gros dossiers juste oui. Puis, peut-être pour revenir pour l'aspect des ligues, parce qu'il y a deux choses que tu as mentionnées là, que je trouve intéressantes à mettre ensemble. C'est le fait que les parents ont l'impression qu'il n'y en a pas d'ARS. Puis d'un autre côté, c'est quand même du côté de l'association régionale que se fait toute la coordination des ligues. Fait que, concrètement, ça change quoi pour les joueurs? Concrètement, ça donne quoi aux joueurs qui ont un ARS? Tu veux dire, tu parles juste au niveau des ligues ou plus précisément? Oui, plus précisément au niveau des honnêtement, comme nous, on a 4 clubs maintenant dans la région. Avant ça, il y en avait plus, mais il y a eu des regroupements qui ont formé maintenant 4 clubs. Dans le fond, l'ARS devient l'organe qui met en relation les ligues entre nous. Puis à plus forte raison, je vous donne un exemple, tantôt on parlait de soccer féminin, ou juste soccer plus vieux, là, il y a nos ligues U16, U18, U21, c'est un peu plus compliqué en termes de nombre de membres, de nombre d'équipes. Là, on parle beaucoup avec nos amis du Centre du Québec aussi. Puis des fois, quand on voit que la ligue qu'on peut leur offrir n'est pas conséquente ou qu'elle est moins intéressante en termes de nombre, comme souvent U16, U21, U19, on s'affilie avec le Centre du Québec pour qu'on puisse faire un réseau intéressant, qu'il n'y ait pas une ligue à 2, 3 puis 4 équipes le moins possible. Dans les ligues, je vais dire un peu plus avancées en termes de niveau de jeu, il y a des affiliations qui se font aussi avec les ligues avec les régions de Laval, Lanaudière, Laurentides qui se font aussi.
Donc, dans les catégories U13 et plus, dans des niveaux un peu plus compétitifs, on ne serait pas autosuffisant chez nous. Donc, on a besoin de faire appel à des amis pour faire des ligues qui sont intéressantes pour les joueurs. Mais en gros, c'est vraiment, nous, on sert à mettre les gens en contact ensemble, les mettre en relation, puis à éviter que les gens d'énergie jouent juste contre énergie. Fait que c'est centralisé au niveau des ARS, qui permet d'assurer des lignes intéressantes, d'assurer un développement intéressant, d'assurer de leur donner des opportunités aussi de compétition qui sont conséquentes aussi avec leurs attentes. Fait que concrètement, si je peux résumer en une phrase, c'est s'il n'y a pas d'ARS, il n'y a pas de match. Ça serait très compliqué. Tout se fait dans la vie, là, mais ça serait très compliqué de faire ça sans qu'il y ait des ARS au-dessus. Au même titre que les équipes qui jouent en Ligue provinciale, c'est géré par Soccer Québec, qui est au-dessus de nous. Mais les entités, soit Soccer Québec ou les régions, chapeautent les ligues, organisent les ligues, s'occupent des ligues. Nous, chez nous, vous allez en parler dans un prochain balado, mais l'arbitrage est centralisé. Donc, aussi, les ligues font appel à l'arbitrage. Donc, tout est relié ensemble par la suite. Là. Là, tu as amené un point qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais qu'on éclaircisse. Tu as parlé de hiérarchie. Donc, on a Soccer Canada, Soccer Québec, les ARS, les clubs. Ça veut dire que l'ARS a de l'autorité sur les clubs? Comment ça s'articule tout ça? Chaque région est totalement différente là-dessus. Je vais vous dire la vision puis la façon que moi j'aime gérer partout où j'ai été, autant en club puis autant ici. Puis moi, c'est pareil, les gens qui travaillent avec moi à l'ARS, pour moi, c'est des collègues de travail. C'est pas. Oui, je suis supérieur immédiat. La hiérarchie veut ça. Mais moi, je travaille beaucoup sur des relations égalitaires, des relations de collaboration. Je suis beaucoup dans l'entraide plus que dans l'autorité. Donc, oui, ultimement, les ARS sont au-dessus des clubs au niveau hiérarchique, mais nous, je nous considère tous des collègues qui sont là pour faire grandir le soccer. Quand on a besoin, naturellement, il y a des moments qu'on doit être autoritaire puis qu'on doit venir mettre le saut de l'ARS pour dire ça sera pas comme ça. Mais avant ça, en amont, j'aime travailler en collaboration, d'échanger, de partager, puis qu'on essaie le moins possible de se rendre jusque-là. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais j'aime beaucoup travailler en amont, en collaboration, en partenariat, plus qu'au niveau hiérarchique. Mais oui, pour répondre à la question, les ARS sont au-dessus des clubs, puis Soccer Québec est au-dessus des ARS au niveau hiérarchique. Okay. Oui. Ben, en fait, tu parlais tout à l'heure là, de rouage là, entre les clubs. De quelle façon vous aidez les clubs au jour le jour du côté de l'ARS? Il y a à plusieurs niveaux. Les 3 grands secteurs ou départements qu'on peut appeler, c'est le technique avec les joueurs, il y a l'arbitrage, qu'on disait qui est centralisé, puis il y a le niveau administratif. Mais les communications sont constantes avec autant les directeurs généraux ou les personnes dans les bureaux, les gens techniques comme directeurs techniques ou les responsables techniques des clubs. Mais il n'y a pas une journée qu'on ne parle pas avec les gens des clubs. Des fois, c'est juste pour un conseil, un questionnement. Des fois, c'est pour des relations entre les clubs. Mais il n'y a pas une journée qui passe sans que des clubs fassent appel à nous pour poser des questions ou juste collaborer aussi. Ouais. Est-ce que tu parles souvent, Patrick, Kevin? Oui, je parle souvent, Patrick, on se parle souvent. Je pas de trouble là-dessus. Je peux juste justement aller un petit peu plus loin parce que oui, on se communique, on parle. J'ai plein de questions, surtout que je débute, donc j'ai envoyé des paquets de Messenger, j'ai pas arrêté, je reconnais. Mais moi, je vais me tourner vers le public, vers les jeunes. Je suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup qui voient beaucoup de chandail de l'ARS sur les terrains. Oui, dans le sport-études, pour les meilleurs qui sont pris, mais le jeune, plus jeune, je dirais de U9 à U12, le logo, je pense pas qu'ils le connaissent. Et j'aimerais avoir ton point de vue. Est-ce que tu penses que l'ARS fait suffisamment sur ce côté-là, ou vous devriez être encore plus sur les terrains? J'ai mon avis à moi, mais je veux connaître le tien. D'être plus sur les terrains pour aider plus au quotidien de la vie du club, quoi. Parce que la vie du club, c'est ce qui se passe sur le terrain. Tout à fait, 100%. Ça, c'est un côté qu'on parle avec les clubs, puis chaque club a leur réalité, chaque club a leurs besoins qui sont différents. Énergie n'a pas les mêmes besoins que les autres clubs de la région. Donc, on essaie de se rapprocher des besoins du club pour répondre aux besoins. Honnêtement, notre raison d'être, notre mission n'est pas de se substituer au club. Donc, le but, c'est pas d'être trop présent non plus dans la vie du club, selon qu'est-ce qu'on ressent comme besoin ou nous démontre du moins. Là. Donc, il y a un volet qui s'appelle, on ne sera pas trop technique aujourd'hui, je pense pas que c'est le moment de ça, mais il y a un volet qui s'appelle le PRC, le programme de reconnaissance des clubs. Dernièrement, avec toutes les licences de clubs qui ont été attribuées, chaque club a une licence. Donc, par le PRC, on a des visites à faire en club pour aller les supporter dans les centres de développement de clubs. Ouais, mais justement, ce côté-là, oui, il va être connu par les entraîneurs, par les joueurs, mais vous avez la casquette de l'inspecteur. Je viens contrôler que tu fais correctement le CDC, puis je te mettrai une bonne ou une mauvaise note.
Il y a pas un moment, moi, j'ai des entraîneurs, des joueurs qui vont bien, que tu sois sur le terrain, que l'ARS soit sur le terrain pour nous aider à faire un CDC. Tu sais, j'aurais, à mon avis, ta crainte serait plus, si tu m'envoies Julian, qui est le directeur technique, j'ai de quoi l'occuper tous les soirs, puis il y a un moment où tu vas me dire, Kevin, il n'est pas pour toi, il a d'autres choses à faire. Là, le risque, il serait plus là que je te l'accapare toute la semaine pour aider au club, parce que j'ai peut-être pas encore assez d'entraîneurs qualifiés, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a moyen de trouver je ne vais pas prêcher pour Soccer Energy parce que c'est pas le but du podcast, mais il n'y a pas moyen de trouver un équilibre où vous soyez plus souvent sur les terrains, pas juste pour mettre la note comme on fait le CDC, mais plus aussi pour former, pour aider, parce que oui, il y a les formations S3, S7 qu'on donne au début aux entraîneurs, mais il y a aussi ce qu'on fait tous les jours, où c'est là où aussi qu'on progresse. Je ne sais pas s'il y a moyen que les RS soient plus présents. Tout à fait. Puis c'est drôle que tu me parles de ça là, parce qu'hier, je parlais avec Julien d'un projet qu'on va regarder ensemble, là, de sport au club, qui serait un peu plus élevé que ce qu'on peut faire, que ce qu'on fait maintenant. Là. Donc, mais ça va venir des rencontres. Les clubs avec Julien, ils ont des rencontres mensuelles ou trimestrielles. C'est 3-4 fois par année qu'ils font des rencontres avec les directeurs techniques des clubs. Ça, c'est des choses qui sont adressées quand on parle vraiment de niveau technique. Parce qu'honnêtement, il y a des clubs qui ont des grands besoins, il y en a qui en ont moins. Nous, il faut quand même qu'on soit équitable dans le sport qu'on fait au club. On ne peut pas passer 5 fois dans un club puis pas passer dans un autre. Donc, il faut qu'il y ait une équité dans les services qu'on offre. Mais je parlais avec Julien hier, puis on évalue des façons de pouvoir donner plus de services encore au club selon les besoins qu'il y aurait. Mais il y a des choses qu'on regarde encore, qu'on travaille encore pour être encore plus présent sur les terrains et supporter les clubs qui en ont peut-être des fois plus de besoins. Puis des fois, c'est pas les mêmes besoins. Il y a des clubs qui ont peut-être des besoins administratifs dans les bureaux. Il y en a que c'est technique, il y en a que c'est différent. Mais on veut s'assurer, comme là, dernièrement, on fait le tour des clubs en rencontre. On s'est assis avec vous récemment. Là, on va s'asseoir avec tous les clubs pour juste apprendre à se connaître un petit peu plus, puis voir quels besoins vous avez, comment on peut mieux vous accompagner. Donc, on est là-dedans encore, mais on va parler ensemble bientôt par l'entremise de Julien aussi, mais on veut s'assurer d'être encore plus présent qu'on le fait là avec ceux qui en ont besoin. Okay. Puis peut-être pour donner une idée de la région, puis là, c'est pas un examen, là, mais c'est l'ARS Mauricie, ça représente, on a parlé de 4 clubs, c'est combien de joueurs, c'est quoi le volume, c'est quoi la taille de l'ARS au niveau de la Mauricie? Annuellement, on est autour de 5000 membres à Mauricie. Là. Il y a des années que ça peut être 4005, 5005, mais on est autour de 5000. Pour figurer un ordre de grandeur, on est dans les 5 plus petites régions au Québec en termes de membership. Fait qu'il y a 18 régions au Québec qui participent aux programmes régionaux et tout. On est dans les 5 plus petites régions en termes de membership. Il y a des régions qui vont jusqu'à 25 000 membres, il y en a qui ont 20 000 membres. Les régions moyennes sont entre 12 et 15 000. Nous, on est vraiment dans les petites régions en termes de nombre de membres. Nous, la beauté qu'on a ici chez nous, c'est que géographiquement, on est loin puis proche de tout le monde. Fait que des fois, c'est un avantage, des fois, c'est un inconvénient. Mais si on travaille bien chez nous, on a tout en possibilité pour... un joueur de soccer peut aller de 4 ans, puis il peut jouer au universitaire dans la plus haute ligue au Québec aussi, si poursuit sa carrière, pour ceux qui ont des ambitions de foot. Hein. Mais il n'y a pas grande région que tu peux faire du micro-soccer, du Timbit, faire des ligues compétitives en 13 à 18, jouer dans du collégial D1, jouer dans de l'universitaire D1 aussi, au plus haut niveau. Maintenant, il y a une réforme des compétitions seniors avec des Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Mais tu peux jouer au soccer en Mauricie de 4 ans jusqu'à l'âge adulte, au plus haut niveau possible au Québec. Il n'y a pas beaucoup de régions qui ont ça. Donc, si on travaille bien, il n'y a pas beaucoup de raisons de quitter notre région ou d'aller chercher autre chose ou d'aller chercher ailleurs. Maintenant, ça nous force quand même à travailler, à toujours s'améliorer et à offrir un niveau conséquent pour ceux qui ont plus d'ambition, ceux qui veulent faire du soccer récréatif ou aussi peuvent en faire de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. En Mauricie, géographiquement, on est bien situé. On peut faire des affiliations avec des voisins, autant à Québec, autant dans la région de Montréal. On est à 1 heure de Québec, 1 heure de Montréal. En termes d'infrastructure, université, cégep, Parc Martin-Bergeron, le complexe Promus Assurance à Trois-Rivières. On a des installations incroyables. Le CAPS aussi à l'UQTR, où on peut jouer aussi au futsal, soccer intérieur. Il y a plein d'installations de top niveau. Donc, on a tout en main pour s'assurer qu'on puisse développer les joueurs de soccer à la hauteur de leurs ambitions le mieux possible aussi dans notre région. Donc, c'est pas parce qu'on est petit en nombre que nécessairement on fait des petites choses. Parce que de ce que je comprends, c'est même si on a moins de membres, on a un niveau de service
qui est très intéressant là, pour un ARS. Là. Tout à fait. Puis moi, j'ai 45 ans. Les gens de mon âge à moi ou autour de mon âge à moi ont connu Tantôt, j'en parlais. Moi, j'ai été formé par le CS Francheville, qui était l'équipe élite de la Mauricie auparavant. Mais Francheville, encore là, on était une des plus petites régions, mais tout le monde connaissait Francheville, tout le monde connaissait. Tout le monde nous connaissait, tout le monde savait qu'on était dans les très 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 bonnes équipes au Québec, malgré qu'on était dans une des petites régions. Fait qu'on a tout le temps travaillé super bien dans notre région. On a la chance aussi d'avoir tout le volet immigration maghrébine, africaine, européenne qui viennent s'installer au Québec, que c'est des cultures de foot qui arrivent ici. Fait que les nouveaux arrivants, c'est beaucoup des familles de foot qui veulent jouer. Donc on a ce volet-là qui est super intéressant aussi dans notre culture. Mais ça a tout le temps été une région florissante, une grande région de foot, la Mauricie, puis ça va toujours l'être. C'est à nous autres à s'assurer que ça perdure dans le temps aussi. Puis, nous, on connaît la réponse pour Énergie, on pourra la partager après, mais est-ce que tu entrevois, on dit autour de 5000 membres, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance dans la région? Assurément, le danger, que moi j'ai toujours voulu faire attention, puis les clubs aussi, mais faut qu'il y ait une croissance qui soit planifiée, structurée, parce que c'est facile de même peut-être d'amener 500 joueurs de plus à Énergie. Mais après ça, est-ce qu'on a l'encadrement, est-ce qu'on a les terrains, est-ce qu'on a les entraîneurs? Honnêtement, ça serait super facile de grossir rapidement. Oui. Mais il faut qu'on forme les entraîneurs, il faut qu'on forme les arbitres, il faut qu'on forme les clubs à recevoir cette quantité-là. Il faut que les infrastructures se puissent aussi dans les clubs avec les terrains de qualité. Donc, c'est clair qu'il y a un potentiel incroyable de membership. Hein. Mais en amont, il faut qu'on soit sûr qu'on soit capable de rendre un service que les gens vont apprécier, puis qu'ils vont vouloir répéter leur inscription. S'ils viennent une fois, puis après ça qu'ils se réinscrivent pas, on n'a rien gagné personne là-dedans. Donc oui, mais on a voulu en faire en amont pour être sûr qu'on va être capable d'offrir un service conséquent à tout le monde. Parce que nous, on est autour de 700-800 membres à peu près là, présentement. Et historiquement parlant, il y a déjà eu le double de membres. Là. Donc, oui, on pourrait, comme tu dis, on pourrait rajouter 500 membres très facilement en faisant du recrutement et tout, mais ça veut pas dire qu'on serait capable de livrer en conséquence. Là. Fait que, effectivement, on veut prendre le temps de bien faire les choses, puis on est, dans ce que tu dis, on est direct là-dedans. Là. C'est direct qu'est-ce qu'on vit. Là. C'est l'accompagnement qu'on souhaite faire avec les clubs, s'assurer de les aider à tous les niveaux, administratifs, au niveau technique, au niveau de la formation. S'assurer qu'on puisse former des gens compétents qui puissent aider à faire grandir les clubs. C'est un des mandats de l'ARS dans l'accompagnement qu'on veut faire avec les clubs. Moi, ça va amener un autre sujet que je t'avais dit que je voulais aborder, que je voulais pas passer sous silence, parce que je suis curieux de savoir ce qui t'a amené ici dans la région, parce qu'on ne se cachera pas, avant que tu arrives, l'association régionale Mauricie, je pense qu'elle n'avait pas très bonne presse. On était en pleine crise. On en sortait tout juste. Les relations étaient compliquées entre clubs. J'appelle ça que c'était désastreux. Puis la région était à terre, si on me permet l'expression. Donc je serais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a attiré. Parce que on aurait presque tendance à dire tu mettais le pied dans un merdier, quoi. Donc qu'est-ce qui t'a attiré à venir en Mauricie? Moi, comme je disais, j'ai été une dizaine d'années en club, où je demeurais dans ma ville avec mes enfants. J'étais super heureux, j'ai participé à des bons projets intéressants qui étaient stimulants. J'étais loin d'être malheureux où je me trouvais. Donc, pour changer d'emploi, ça prenait vraiment un défi qui me stimulait, que je trouvais intéressant. Ce qui est arrivé, naturellement, je ne parlais pas du avant moi parce que je n'étais pas là, ça ne me concerne pas, je suis pas au courant de tout ce qui s'est passé. Mais quand l'opportunité s'est présentée, que j'ai vu cet affichage de poste-là, moi j'ai été à Trois-Rivières, au Cap-Madeleine de 4 ans jusqu'à 27 ans. J'ai grandi ici, j'ai été formé ici. Donc c'est sûr qu'en partant redonner à ma communauté où j'ai été formé, c'était super stimulant. Au niveau, tantôt on parlait de hiérarchie, mais c'est gérer un club, après ça gérer une ARS, c'est différent en termes de défis. Donc, pour moi, ça a été très, très, très attrayant. Puis, dans la vie, il y a différents défis qui existent devant toi. Arriver dans une organisation qui est en pleine santé, c'est aussi stimulant de juste continuer et perdurer comment ça se passe. Arriver dans une organisation qui a eu des défis importants à relever, qu'il faut recommencer à rebâtir l'équipe au complet de A à Z, c'est un autre défi que moi, comme administrateur, me stimule grandement. De repartir à zéro, vraiment d'aller rechercher des gens compétents, de rebâtir l'équipe.
Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait plus beaucoup de personnel pour millions de raisons qui étaient avant moi. Mais au niveau technique, au niveau arbitrage, au niveau administration, il y avait plus grand personne qui était en place. Donc en arrivant, c'était de remettre la main à la pâte, de retourner en affichage de poste au niveau technique, au niveau administratif, au niveau arbitrage. Donc moi, c'est un défi qui me stimule grandement de rebâtir un projet, de redonner nos couleurs à ce projet-là. Après ça, on est rentré dans une grande planification stratégique aussi, en redéfinissant les objectifs, mission, vision, valeur. Là, on est tous dans le côté image de marque dans le moment aussi, de révéler notre image de marque, couleur, logo. Donc, on est vraiment en train de... T'sais, avant nous, il y avait plein de belles affaires qu'il y avait avant nous. On cherche à aller chercher le mieux qu'il y avait avant nous. Puis aussi donner notre couleur aussi à notre ARS qu'on va appeler 2.0. Mais ce bout-là était vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour moi. C'est un défi que j'avais besoin au niveau professionnel, duquel je voulais aller chercher beaucoup d'expérience aussi là-dedans. Donc, ça a été une évidence pour moi d'appliquer. Quand j'ai été choisi, j'étais très, très, très heureux. Donc, j'ai aucun regret. C'est rendu dans la 3e année, puis on commence. Il y a plein, plein, plein de défis encore. On pourra en parler aussi, mais à Shawinigan, des infrastructures intérieures, il y a plein de côtés qu'il faut encore qu'on travaille, qu'on mette de l'énergie pour vous aider là-dedans. Fait qu'on va être là pour vous accompagner, puis accompagner toute la région aussi. Ok. Mais l'image était vraiment très mauvaise de l'association régionale, aussi. Moi, je le dis comme ça en interne parce que c'était les ragots, ainsi de suite, mais toi qui étais au poste puis qui étais même de l'extérieur. Ce que je vais vous dire, c'est que ce que je me suis fait dire parce que j'étais pas là. Fait que moi, c'est des gens qui me parlaient, mais ça va l'air. Je vais juste dire que ça va l'air conflictuel. Autant entre les clubs et la région. Je parlais pas des individus, mais le relationnel va l'air compliqué. Moi, j'étais dans une région depuis longtemps que les gens à la région, quand moi j'étais en club, c'était des amis. Encore comme je disais tantôt, il y avait une hiérarchie qui était au-dessus de nous. Fait que quand ça faisait pas leur affaire ou qu'on n'était pas correct, ils nous disaient que c'était super correct. Mais en temps normal, on s'appelait à tous les jours, un peu comme je disais là avec Kevin, puis il était là pour des conseils. Fait que moi, je venais d'une place où que la région puis les clubs travaillaient ensemble. Puis ici, ce que je me suis fait dire, c'est que c'était conflictuel au niveau des relations. Donc, c'est la première chose que je voulais rétablir, que on n'est pas là pour venir taper sur la tête, on est là pour venir vous aider. Quand on est sur le terrain, les visites qu'on fait en club, c'est des visites collaborative. On va être là pour vous dire, il y a peut-être ça à voir, ça à travailler, ça à faire peut-être différemment, chercher votre pouls là-dedans pour s'améliorer, mais on n'est pas là pour donner des coups sur la tête, on est là pour vous aider à structurer, puis qu'on encadre nos joueurs, puis vos joueurs le mieux possible. C'est la raison d'être, puis c'est ce que je souhaitais apporter le plus en arrivant dans la région, que tous les secteurs soient là pour aider les clubs, puis s'entraider ensemble, parce que au final, s'il n'y a pas de joueurs, s'il n'y a pas de club, moi j'ai pas d'emploi, les gens, tout tombe, la structure tombe, si le service qu'on offre n'est pas conséquent. Donc, on est là, moi, je nous vois vraiment là pour vous aider vos membres, aider vos joueurs, aider vos entraîneurs. C'est des raisons d'être pour lesquelles on est là. Okay. Et puis les relations avec les autres ARS, parce que je pose la question parce que à Shawinigan, on a commencé avec les U9 à U12, ce qu'on a appelé la Ligue verte, là, c'est d'aller jouer en dehors de la Mauricie. Dans les journées de rassemblement, tu m'as expliqué que finalement les autres clubs ne venaient pas à Shawinigan. Je ne cacherai pas que ça m'a un peu vexé. Mais justement, ça me pose la question de me dire, mais c'est quoi la vision des autres de ARS s'ils ne veulent pas venir jouer chez nous parce que, hormis Trois-Rivières, on est tous trop petits à leurs yeux? Ou est-ce que la collaboration se fait quand même bien? Et puis, il y a moyen de faire d'autres choses? Ça se fait, honnêtement, ça se passe super bien. C'est sûr que nous, comme je disais tantôt, on est une très petite région au Québec, en rapport avec les autres. Autant Laurentides, autant la Naudière, c'est des régions de 12 000 à 15 000, sont généralement autonomes. Souvent, ils nous accueillent, puis sont super gentils de le faire, parce qu'on a des bonnes relations, on s'entend bien. C'est le fun d'avoir une diversité d'équipes contre qui jouer, mais on se cachera pas, ils n'ont pas besoin de nous dans la vie pour... tantôt, on parlait de ligue, mais nous, si on n'est pas là, leurs ligues vont exister, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous autres, on a. Donc... on est en train d'évoluer la relation, ça va vraiment bien. Puis il y a eu un bout, pour les gens qui le savent, on est en Québec, entre Québec et Montréal, il y a eu un bout qu'on jouait dans la Ligue Québec Métro à Québec, les équipes de la Mauricie. Puis il y a eu un bout que, quand ça a un peu changé au niveau des compétitions, on n'était plus les bienvenus à Québec
plein de raisons, juste en termes de transport là-dedans. Ils nous accueillent à partir de 14 ans, fait que nos corps de 13 ans tombent un petit peu entre deux chaises. Là, après ça, quand Soccer Québec on a un petit peu redessiné les secteurs, on est tombé dans le côté de la ligue qu'on appelle 3LM, Laval, Lanty, Lanaudière, Mauricie, là-dedans, mais c'est 3 grosses régions avec la Mauricie qui est un petit peu plus éloignée. Donc, les paramètres au départ qui étaient là, ne serait-ce que les gens venaient pas en Mauricie les soirs de semaine. Fait qu'il y avait plein de paramètres qui avaient été posés au départ, mais ça, c'est évolutif. T'sais, quand on parle avec nos amis des autres régions, ils comprennent ça. T'sais, faire Blainville, Shawinigan ou Shawinigan-Blainville, d'après moi, c'est le même temps d'un côté comme de l'autre. Donc, mais tu sais, les gens sont super collaborateurs. Quand on en parle, ils se rendent compte que des fois, il y a des choses qui font pas de sens. Puis, tu sais, cette année, on a remis les mêmes règles en termes de déplacement de mouvement. La ligue qu'on parle là, c'est une ligue qui était réservée aux équipes, aux clubs qui avaient des licences nationales, provinciales. Énergie, on les a entrés dedans parce qu'il est en demande régionale. Sinon, Énergie, il n'y aurait même pas eu accès à cette ligue-là. Donc, les clubs ont dit oui, on peut le faire, mais à l'année 1, se déplacer à Shawinigan, ça ne sera pas possible. Puis, il y a aussi une autre réalité qui fait qu'il y a 6 rassemblements qui existent. Mais si on parle juste des... je vais le faire vite parce que ça concerne des régions qui sont pas chez nous, mais la Lanaudière a 2 clubs provinciaux nationaux. Laval a 2 clubs nationaux provinciaux. Les Laurentides aussi, ils ont plusieurs clubs nationaux provinciaux. Donc, en termes de ratio de déplacement, puis nombre de clubs, nombre d'équipes, la Trois-Rivières ne peut pas recevoir 3-4 rassemblements en ayant juste un club national ou provincial. Donc, le ratio qui a été fait au départ de tout faisait qu'il y avait, exemple, 2 rassemblements ou 3 rassemblements dans la Lanaudière, 2 ou 3 à Laval. Il y en avait un en Mauricie. À l'année 1, ça a été Trois-Rivières auquel on l'a mis juste pour que la relation commence, puis voir comment la Ligue va évoluer. Après ça, l'année 2, on va se rasser pour voir comment ça s'est passé et tout, mais c'est sûr qu'éventuellement, il faut que les gens viennent voir la région de Shawinigan, qui est une région magnifique aussi, les installations qui sont top également. Mais à l'année 1, la façon que la Ligue démarre, c'était la façon la plus logique pour tout le monde. OK. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible de renouer des relations éventuellement avec du côté de l'Est, dans le fond, du côté de Québec, parce qu'on a quand même la région de Portneuf, par exemple, qui est pas loin. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou pour le moment, c'est toujours un peu fermé? Non, il n'y a rien de fermé. C'est juste que dans le redécoupage que je parlais tantôt des régions, Québec est rendu aussi avec l'Est du Québec. Fait que, Québec, ils ont déjà un territoire très, très, très élargi. Okay. Ils vont déjà jusqu'en Beauce dans leur région eux autres. Mais là, tout le côté du Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, sont rendus avec eux aussi. Tout le côté Saguenay. Donc, leur région est très, très, très élargie. Si on était avec eux, ça impliquerait que nos équipes aillent régulièrement jouer des matchs à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Chicoutimi et tout ce côté-là aussi. Fait que c'est beaucoup plus simple pour nous d'aller jouer de l'autre côté. Mais les clubs se rencontrent régulièrement dans des rassemblements amicaux qui n'est pas formel. Mais il y a une relation. Québec, c'est une heure de route d'ici, donc la relation était très, très, très bonne encore avec le reste du Québec aussi également. Donc c'est vraiment pas fermé à ce niveau-là. Ceux avec qui on travaille beaucoup ces temps-ci aussi, c'est le centre du Québec. Tout le côté de Drummondville, Victoriaville est élargi. Aussi, mais eux autres aussi, côté Drummond, sont proches de soit de Richelieu-Yamaska, sont proches de l'Estrie aussi. Fait qu'il y a une proximité. Nous, on est vraiment proches puis loin de tout le monde. Mais toutes les régions, ils ont des régions aussi limitrophes qui sont aussi proches des autres. Donc on travaille avec nos collègues des autres régions. Mais honnêtement, ça va vraiment bien aussi, la collaboration. OK. Là, ça va amener à un autre point où justement je veux rester sur... pas rester sur la Ligue verte, mais j'aimerais que tu expliques un petit peu comment ça marche, comment ça s'articule. J'ai essayé de trouver la formulation correctement parce que les ligues qu'on appelle orange, bleu, vert, pour beaucoup de parents, il y a une espèce de hiérarchie qui s'installe au niveau des enfants. Moi, je suis pas fan de ça parce que je trouve qu'à cet âge-là, c'est pas vraiment une hiérarchie, puis ça change d'une année à l'autre, puis c'est pas parce que tu as été bon en 10 ans que ça veut dire à 10 ans que tu vas forcément l'être toute ta vie. Je voudrais savoir comment ça s'articule, comment vous faites le choix de ces ligues, parce qu'on se rend compte aussi, il y a des parents, j'ai des équipes orange qui vont U9 par exemple, qui vont jouer contre des U10, donc ça n'a plus de sens d'avoir vraiment un niveau orange qui va affronter des U10, parce qu'il y en a de plus, ça fait un écart. Comment ça s'articule ça? Puis est-ce que les ligues vertes, comme on dit quand on va à l'extérieur, est-ce que c'est vraiment du compétitif, ou c'est juste pour offrir plus de diversité dans les équipes qu'on affronte? C'est un sujet qui est très 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 intéressant, puis très compliqué. Moi, quand je suis revenu dans la région, il y avait du U10 puis du U12. Je vais parler du U12 et moins parce que le U13 et plus, il y a une autre réalité qui est différente. Ouais, on va y venir après. Le U12 et moins, quand je suis arrivé ici, il y avait du U10, du U12. Il n'y avait jamais de catégorie impaire.
Encore moins chez les filles, qui était un niveau encore plus compliqué en termes de nombre d'équipes ou de bassins pour former. Puis il y avait, dans le temps, il y avait plus tant de bleu puis d'orange, un petit peu, mais il y avait un niveau de compétition. La complexité à ça, honnêtement, quand un enfant, exemple, quand un enfant U9, un jeune U9, genre Ligue U10, ben des fois il y a 3 ans d'écart d'âge entre le plus vieux et le plus jeune. C'est en termes de développement de l'enfant, c'est loin d'être optimal à ça. Fait que, première chose qu'on a faite avec les clubs, parce que ça dépend pas de moi, là, c'est la volonté des clubs de le faire ou pas. Moi, je leur donne des idées, des conseils, ce que moi je souhaiterais pour le développement de l'athlète. Si on pense au DLTA ou DLTJ. Je vais juste faire une parenthèse, comme ça. C'est l'ARS qui impose, non? Ben, moi, c'est pas ma vision, là. On peut imposer. Mais tu sais, si moi je dis on va faire du 9 bleu, puis que les clubs n'ont pas ce besoin-là et veulent pas faire ça, moi je peux pas faire les équipes moi-même pour dire on va faire un 9 filles bleues au plus haut niveau. Fait que, moi, il y a des volontés que je souhaite pour le développement de la région. Il y a des choses que je sais qui est bénéfique pour le développement des athlètes, hein. Mais ça vient de la volonté des clubs, là, de dire. C'est moi, mon premier souhait est, puis est d'avoir des catégories d'âge pur, hein. Chez les gars, c'est pas un problème. Du 9, U10, U11, U12, c'est assez simple par le bassin. Chez les filles, c'est compliqué. Mais moi, ce que je parle avec les clubs beaucoup, c'est je souhaite de tout cœur qu'on soit capable de faire des catégories d'âge pur chez les filles, encore plus que chez les garçons, ne serait-ce la continuité du foot va passer par là. Une jeune fille de U9 qui a 8 ans, qui va avoir 9 ans plus tard dans l'année, qui joue contre des U10, physiquement, c'est compliqué. Fait que mon souhait le plus cher, et qu'on réussisse à former de l'âge pur, gars et filles, de 9 à 12 ans en premier lieu. Ensuite, on parlait des couleurs que tu disais tantôt. Le bleu, là on parle de compétences ou d'intérêt, là. Mais le bleu, c'est le plus haut niveau de compétence ou d'intérêt. Puis l'orange, c'est le niveau de compétence ou d'intérêt un petit peu moins grand. Le soccer, c'est un sport à développement tardif. L'enfant le moins avancé à 9 ans peut devenir le plus avancé à 12, puis à 13, puis à 14 ans parce qu'il va se développer en jouant. Donc, les couleurs, la volonté Soccer Québec, de Soccer Canada, des clubs puis de la région, les couleurs, c'est juste de, je vais dire, sectoriser ou catégoriser des enfants qui ont soit de l'intérêt un peu plus accru ou des compétences un peu plus élevées à l'âge où ils sont rendus. Mais on sait que ça va être évolutif, hein. Mais la catégorie bleue est la catégorie avec intérêt puis avec compétences un peu plus élevées que les oranges, hein. Donc, c'est ceux qui veulent s'entraîner un peu plus souvent, avec une meilleure fréquence, puis qui ont un niveau de foot un peu plus élevé. Parce que l'autre chose aussi, quand on parlait des compétences, mettre un enfant très avancé contre un enfant moins avancé qui n'a jamais joué, il n'y a rien de bénéfique là-dedans non plus. C'est un autre concept de décrochage du foot où que l'enfant ne se sentira pas compétent. Donc, on rejoint la compétence, puis on rejoint l'intérêt pour le soccer. Donc, le but de faire des ligues de niveaux différents, c'est d'offrir un développement un peu plus conséquent à ceux qui ont plus de compétences ou plus d'intérêt que d'autres enfants, qui veulent juste jouer pour le plaisir avec leurs amis une fois par semaine, puis ça leur suffit, puis c'est super correct aussi. C'est 85% du membership du soccer au Québec. C'est le niveau récréatif, c'est le haut de la pyramide. Ben, en fait, c'est le plus gros de la pyramide, qui est le bas. Les gens qui sont en haut pensent qu'on s'occupe pas du haut, puis les gens qui sont en bas pensent qu'on s'occupe pas du bas. Ouais. Mais c'est toujours une perception. Mais le plus gros de la pyramide, c'est le bas de la pyramide, qui est 85% du membership, qui est le soccer de base, le soccer récréatif. Donc, c'est le bout à s'occuper le plus. Mais il ne faut pas négliger les gens qui ont compétences, qui ont intérêt un peu plus élevé pour leur offrir un niveau un peu plus conséquent, d'où les ligues qu'on a appelées vertes avec le Centre du Québec, bleu qui est notre ligue à nous aussi avec compétences un peu plus élevées aussi. Mais il faut que les clubs soient à l'affût. L'erreur à ne pas faire, c'est qu'un enfant soit classé orange en 8 ans, puis qu'il ne bouge jamais de là. S'il se développe, faut qu'il ait la possibilité de progresser dans le soccer, puis d'aller dans un niveau qu'il souhaite aller aussi. Ok, mais ça, ok, c'est la vision idyllique, si tu me permets. Maintenant, la réalité du terrain, on constate tous les jours que des fois, il y a des U9 qui jouent contre des U10. Pourquoi c'est fait comme ça? Cette année, il n'y a pas beaucoup d'endroits que c'est fait. Il n'y a pas beaucoup de ligues. Si tu as des Oui, j'ai exemples à me donner, mis U9 orange qui joue contre des U10, ouais. Oui, exactement. C'est là que je te disais, on n'est pas encore capable de le faire partout, Ok. du pur, hein. Puis ça, on parle d'un nombre d'équipes parce que quand on a 2-3 équipes, c'est pas possible de le faire, hein. Mais autant que faire se peut, on essaie de faire des catégories pures. Mais honnêtement, faire une ligue à 2-3 équipes, c'est impossible. Donc des fois, on n'a pas le choix, de par notre bassin, qu'on se disait tantôt, de faire des âges regroupés. Mais le plus possible, il faut travailler pour être en catégorie pure. Mais on part
Encore là, je vous ramène avant qu'on arrive en poste, on part qu'il n'y avait pas de 9, qu'il n'y avait pas de 11. On essaie de redémarrer ça. C'est pas toujours simple de rentrer dans la culture aussi, mais mon souhait le plus cher est qu'on aille des âges purs partout à chaque fois qu'on peut le faire. Là. Mais notre nombre d'équipes et de joueurs, des fois, le permet difficilement. Puis j'aimerais peut-être revenir sur les couleurs parce que je l'avais jamais entendu auparavant comme ça, mais tu as utilisé un mot qui me plaît beaucoup, c'est compétence. Puis peut-être pour expliquer comment moi je l'ai vécu, parce que je suis arrivé, je sais qu'à une certaine époque, il y a eu une volonté de on met tout le monde ensemble. On arrête de catégoriser les jeunes avant 13 ans, puis tout le monde joue ensemble, puis on espère que ça va bien aller. Moi, je suis revenu dans le soccer un peu dans la transition, mais ce que j'ai vu qui se passait beaucoup, c'est il y a des jeunes qui arrivent à 9 ans, que c'est leur première année de soccer, qui, ils ont probablement un bon potentiel, mais ils n'ont pas encore les compétences. Fait qu'ils arrivent et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que celui qui est là depuis 4 ans sur un terrain de soccer, il joue tout seul. Puis celui qui n'est pas habitué encore, il a de la misère à s'intégrer. Fait qu'ils vont se retrouver dans une situation où ni un ni l'autre évoluait. Ceux qui avaient déjà des compétences acquises n'allaient pas chercher plus loin, puis ceux qui n'avaient pas encore les compétences, ils restaient pris à ne pas être capable d'avoir le contact avec le ballon là, durant le jeu. Là. Fait que, c'est vraiment l'intention. Moi, c'est là que je l'ai vu beaucoup là, de permettre à tout le monde de progresser. Parce que le but, c'est de permettre aux joueurs de se développer et non nécessairement de faire de la compétition à ce niveau-là. Là. Fait que je sais pas si c'est... Ouais, c'est un des points les plus importants de la nouvelle réforme qu'il y a eu qui s'appelle, tantôt on l'a appelé le PRC, le programme de reconnaissance des clubs. Dans les premières années, puis ça, on recule jusqu'à 2019-2020. Dans les premières années, un des souhaits, c'était de mélanger tout le monde ensemble. On pensait que c'était bénéfique. La pensée a évolué naturellement les premières années. Puis aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de changements. Maintenant, on se rend compte que de mélanger tout le monde, ça ne peut pas être bénéfique pour les raisons que tu disais tantôt. Là. Il faut que l'enfant se sente compétent. Puis quand on se retrouve avec un enfant très doué contre un enfant qui est beaucoup moins habile ou qui commence, c'est trop facile pour l'enfant qui a plus d'habileté, c'est trop difficile pour l'autre enfant, fait que ça les met les deux dans des situations qui sont pas souhaitables. Donc, dans l'évolution du programme d'organisation des clubs, on s'est rendu compte que c'est là qu'on n'a pas... On catégorise, mais il faut que ce soit quand même agile et évolutif pour qu'on puisse reclasser des enfants de semaine en semaine. Le PRC souhaite encore qu'un enfant puisse bouger. C'est pour ça qu'on ne parle plus d'équipe. Puis ça a été un des gros chocs du nouveau programme parce que on part d'un principe que dès 8 ans, 9 ans, tu avais ton équipe, tu avais ton appartenance, tu ton entraîneur. Ça, puis vous n'entendez parler en club tout le temps. Là. Toujours. Mais il faut les déprogrammer. Maintenant, il faut plus qu'on aille un sentiment de groupe avec la catégorie au complet parce qu'il faut qu'on soit capable de bouger les joueurs. Mais moi, ce que je dis aux équipes que j'entraîne souvent, puis au club, c'est que à place d'avoir juste une équipe de 10 amis, mais maintenant, tu as peut-être une équipe de 30 amis, mais c'est juste que faut juste multiplier le nombre de relations qu'on a, puis ça va créer une appartenance à un groupe et non pas une équipe. Hein. Mais ça va permettre aux enfants d'évoluer au niveau, puis quand l'entraîneur ou le club ou le directeur technique va sentir que Kevin est rendu au niveau de pouvoir aller ou essayer des matchs dans un niveau plus élevé, mais il va le mettre, puis là, ça se peut que l'enfant il arrive en se sentant un peu plus compétent, qu'il ait lancé là-dedans trop rapidement, puis ça permet d'amener des enfants dans plein de niveaux de jeu différents, qui vont développer plein d'habiletés différentes. Fait que ça, c'est un des très très bons côtés du nouveau programme, de la nouvelle réforme, d'avoir des catégories, mais moins fixes qu'on avait dans le temps. Dans le temps, il y avait du A, du local, quand tu étais 9 en A, tu passais ton année 9 en A, peu importe ce qui arrivait. Maintenant, ça se peut que tu fasses un tournoi en bleu ou en orange, que le tournoi d'après, tu changes d'équipe. La nouvelle réforme a permis un peu de mouvement même dans la même année, pour s'assurer que le développement de l'enfant est optimal. Il y a encore un peu de réticence, ça. C'est pas encore... Tout à fait. Puis on va jeter un petit scoop en plein milieu du podcast. Là. Il va y avoir un épisode complet aussi là, où on va discuter de la dynamique là, des CDC puis de tout ce qui se passe là, au niveau des groupes 9 à 12 ans. Là. Ouais. Un autre invité de marque. Un autre invité pour présenter ça, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de réticence. Réticence, le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que c'est pas bien compris par tout le monde. Puis, juste une parenthèse, des fois, la peur, elle vient plus des entraîneurs que des joueurs. Ils ont compris qu'ils ont 30 amis, puis qu'ils peuvent changer, puis ainsi de suite. Mais il y a les parents, puis les entraîneurs qui ont l'impression qu'on leur retire leur équipe, l'esprit d'équipe, et des choses comme ça. Il y a un peu plus de réticence de ce côté-là.
Mais on, on va on est expliquer. vraiment dans l'éducation. Puis, Oui. puis honnêtement, ça veut pas dire que Soccer Québec est très à l'écoute. Ça veut pas dire que c'est la façon de faire, ça en est une. Hein. La façon de faire évolue. Quand les clubs aussi, les clubs ont des rencontres avec Soccer Québec, sont à l'écoute aussi des besoins des clubs, de la réalité des parents. Puis honnêtement, dans 2-3 ans, on va se remettre ailleurs de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça va encore évoluer. Mais les parents, faut pas qu'ils hésitent à parler avec les clubs, à faire des recommandations aux ARS, à Soccer Québec. Hein. La façon de faire, on n'a pas encore trouvé la façon optimale. Est toujours en évolution. Fait que je suis persuadé que dans 2-3 ans, on se rassire ensemble. Là. On va être sur une autre mouture du PRC qui va avoir encore évolué d'une autre façon. Puis toujours pour le mieux tout le temps. Ok. Donc là, on comprend un petit peu mieux comment tu articules les ligues. Puis bon, effectivement, de temps en temps, il y a des U9 qui vont jouer contre des U10 ou des choses comme ça. C'est quand même. Bon, c'est pas si dramatique que ça, on met pas en péril les enfants, de ce que je comprends quand même. Si on passe à la catégorie au-dessus, parce qu'après U13, moi ce que je constate ici à Énergie, puis de ce que tu expliques, en Mauricie, il y a le nombre de membership qui s'écroule. Et puis ça devient vraiment plus difficile de faire des ligues, de ce que je comprends. C'est quoi là vous fonctionnez comment après pour les U13? En catégorie, ben là déjà, les âges purs, ça se peut plus. Quand on parle de niveau, je vais dire niveau qui est pas très avancé, là. Encore là, on ne perdait pas les gens dans les acronymes, mais toutes les ligues provinciales, interrégionales, fait que les ligues un peu plus avancées, les âges purs se peuvent encore. Hein. Mais quand on tombe dans les ligues régionales, comme la Ligue mauricienne ici, les âges purs ne se peuvent plus. Là. Ça, c'est impossible. Rendu en U14 et plus, on parle de U14, U16. Puis même le 18 ne se pouvait plus. On essaie de faire un U19 qui est rendu un U21, mais on n'a pas le choix de faire des recoupements d'âge. Puis là, rendu là, c'est rendu moins pire honnêtement parce que le développement des athlètes, puis morphologiquement, ça se peut plus qu'un 13 joue avec un 14, peu importe la différence d'âge. Fait que ça, il y a moins de problématiques. Mais déjà, moi, quand je suis arrivé ici, les ligues U18 n'existaient plus. Là, les jeunes passaient de U16 à senior. Donc, un jeune U17 hein, qui peut encore avoir 16 ans au début de l'année, si ça fait être plus tard dans l'année. Ben, un jeune qui avait encore 16 ans allait contre des adultes de 20, 25, 30, 35 ans. C'est encore le cas cette année. Hein. Ben oui et non, il y a du 21 maintenant qui existe, puis il y a eu 19 qui existe. Hein. Notre équipe U19, elle s'est retrouvée en senior, puis j'ai un jeune qui va avoir 16 ans au mois de décembre. Je vais te parler après la rencontre, mais on peut encore faire un U19 pour la semaine prochaine. Ah, ok. C'est une primeur. On est des bonnes nouvelles. Mais c'est évolué, on avait 4 équipes U19, puis ça va être un petit peu compliqué, mais on peut repartir un réseau 19 dans 2 semaines. Fait que Okay. on arrange un micro fermé par la suite. Donc, mais tout ça pour dire que le membership, 14 ans, ça va encore bien. Et on a beaucoup d'équipes en U14. Il y a des niveaux, il y a des problématiques de compétences puis de niveau de jeu, mais le nombre d'équipes est encore très conséquent. Mais à partir de U16, c'est très compliqué. À partir de U16, c'est là que les jeunes commencent à travailler, d'avoir des chums, des blondes. D'autres réalités, il y en a qui vont déménager pour le cégep. Hein. Fait qu'il y en a qui ne peuvent pas finir les années civiles de soccer quand le cégep était commencé, ou université selon le cas. Donc le soccer U16 et plus est très compliqué. D'où on parlait tantôt, on essaie beaucoup de travailler avec le Centre du Québec. Hein. On sait tout le côté Bécancour, Nicolas, Saint-Grégoire qui est très près d'ici, que c'est très simple. Mais en même temps, quand on tombe sur Victoriaville, Princeville, Plessisville, Drummondville, Saint-Germain, tout le côté un petit peu plus loin, des fois c'est des heures et quart de route pour venir ici. Fait que c'est un peu plus compliqué au niveau de la circulation. Mais les collègues sont très ouverts à jaser avec nous. On travaille beaucoup avec le Centre du Québec de plus en plus. Quand on n'a pas un nombre d'équipes assez conséquent, soit qu'ils viennent jouer chez nous ou qu'on va jouer chez eux dans leur ligue, mais on collabore beaucoup ensemble. Un des prochains défis qu'il va y avoir, hein, pour moi, dans nos ligues régionales, est d'offrir un niveau de compétitivité conséquent aux équipes. Ce que je veux dire, c'est que chez nous, on n'a pas la possibilité de faire, par exemple, du hop du local, qui est 2 niveaux de jeu différents, A étant le plus élevé, local étant le moins élevé. C'est encore compliqué chez nous parce qu'on n'a pas assez d'équipes hein, pour faire ça. Si on collabore avec le Centre du Québec à des moments précis, des fois ça peut devenir possible, ou d'autres régions à voir. Là. Qui ne demandera pas un déplacement trop élevé pour des jeunes qui veulent faire du niveau régional non plus. Ce n'est pas des gens qui veulent aspirer du niveau provincial ou autre. Mais un des prochains défis dans les années à venir serait d'offrir un niveau de compétition dans nos ligues régionales qui serait adapté aux besoins des équipes aussi. Dans les ligues, il y a toujours un premier et un dernier, mais quand je regarde des classements des années antérieures, voir une équipe avec toutes des victoires et une équipe avec toutes des défaites, avec un différentiel très important, c'est pas ça qu'on souhaite. Parce que ça devient facteur de décrochage du sport. Si tu as une saison de 14 défaites en 14 matchs, puis avec un différentiel de moins 80,
il y a bien des chances l'année d'après que tu ne joues pas au soccer, c'est pas intéressant. Donc notre prochain défi va être là, d'offrir des ligues intéressantes en termes de niveau de compétition. Parce que oui, honnêtement, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'écrachage qui se fait pour plein de raisons. C'est vraiment un des défis de garder les jeunes dans le sport rendus en 14 et plus. Puis l'autre défi va être de leur offrir des ligues adaptées à leurs besoins, à leur réalité, qui vont répondre à leurs besoins aussi. Ok. Et si je peux parler, juste pour comprendre un peu plus, en fait, quand vous faites j'allais dire des jonctions avec les autres régions, finalement tu le sais juste à la dernière minute. Malgré qu'on a une bonne idée du bassin de joueurs, il n'y a pas moyen de s'organiser un petit peu avant, parce que moi j'ai eu des retours où, par exemple sur les U16 féminines, qui sont du coup, on s'est associé avec Centre du Québec, puis ça a changé la journée de match, donc moi j'ai reçu des tonnes de mails, de plaintes, c'était pas le bon jour dessus. Il n'y a pas moyen de s'organiser un peu à l'avance, si je peux prêcher pour ma paroisse. Ouais. C'est un des souhaits. Honnêtement, on parle de deux régions différentes qui ont plein de clubs. Tantôt, je vous disais, nous, on a 4 clubs. Centre du Québec, ils ont beaucoup plus de clubs que nous là-dedans. Donc, c'est pas une décision. C'est pas une décision de l'ARS. Oui, on pourrait dire c'est ce qu'on veut, mais tantôt on parlait de Centre du Québec. Les équipes de Drummond sont des fois sont à 30 minutes, 20 minutes de Richelieu-Yamaska. Des fois, c'est nous, des fois, sont à 1h15 de nous. Fait qu'il y a des relations qu'on a à bâtir, on le fait déjà, mais c'est pas naturel au point de dire on est tout le temps ensemble, sans aucun doute. Le premier choix quand on est capable, c'est toujours d'avoir une ligue. Si on est autonome en termes de nombre d'équipes, le déplacement est moins grand. Quand on rentre aussi à perdre du colère, un déplacement à 1h15 pour un match dans des gens qui veulent faire du local ou du régional de niveau un peu moins élevé, il y a toujours le volet proximité de la maison qui est aussi non négligeable. Donc c'est plus compliqué que ça. On a, même les clubs, vous savez mieux que moi, mais vous savez vos inscriptions. Vous n'avez pas une idée très très juste avant début avril des équipes que vous allez avoir. Fait que ça devient dur de prévoir l'avance. On reçoit les prévisions des clubs quelque part début avril, mi-avril. Après ça, on tombe dans les prévisions des ligues, des classes de compétition. Fait que c'est dur de travailler beaucoup en amont parce que ça devient difficile de prévoir. On a des projections, sauf que c'est pas très très juste là-dedans. Puis des fois, les choses évoluent. Fait que des fois, on prévoit. Mais quand on arrive début avril, mi-avril, on a des confirmations. C'est là qu'on doit vous dire, malheureusement, on n'aura pas assez d'équipes pour faire un 16 filles chez nous. Ben là, vous pouvez aller jouer avec Centre du Québec chez eux, parce qu'ils ont plus d'équipes que nous, par exemple. Mais c'est un autre des enjeux auxquels on s'adresse. Puis qu'il y a des solutions aussi, j'ai rien à vous dire là. Mais on travaille sur des choses pour bâtir de quoi qui va être un peu plus intéressant que ça aussi là-dedans, pour les années à venir. Ok. Ben, moi, voyons. Je me questionne à savoir s'il y a des enjeux qui sont spécifiques à la Mauricie versus à d'autres régions. Y a-t-il quelque chose qui est spécifique ici au niveau des jeunes là, dans ce que tu amènes, là, où c'est vraiment toutes les ARS ont les mêmes problématiques? Là, tu parles de tout, tu parles pas juste du décrochage, ou tu parles de... Ben, au niveau U13 et plus, y a-t-il des choses qui sont particulières à notre région, ou est-ce qu'on a tous sensiblement les mêmes enjeux que les autres ARS? Mais nous, la chose la plus compliquée, on l'a dit plusieurs fois depuis le début, mais c'est vraiment notre membership. Là. C'est une région comme nous. Géographiquement, il y a des régions qui sont plus étendues que nous. Là. Nous, on peut aller de Shawinigan et un peu plus au nord jusqu'à Louisville, Masquinongé, jusqu'à Deschenaux. Fait que c'est quand même élargi, mais en dedans de 1h45 minutes, on a couvert pas mal notre région, d'est en ouest ou de nord au sud. Il y a des régions que ça peut être des 2, 3, 4 heures de distance. Fait que c'est une réalité que nous, on a un petit peu. D'être capable on parlait tantôt d'âge pur, d'être capable d'offrir des niveaux de compétences différents. Notre plus gros enjeu au niveau compétition est vraiment à ce niveau-là. Là. Suite à ça, tantôt on en parlait, mais si les gens n'ont pas une expérience positive, là on tombe dans le décrochage, puis dans d'autres choses. Fait qu'il y a vraiment un enjeu au niveau du membership, duquel on doit vivre avec, composer, puis trouver des solutions, qui a un impact sur les décrochages. On n'en parlera pas là parce que c'est votre prochain podcast, mais le niveau arbitrage, on a déjà eu au-dessus de 100 arbitres dans la région, 100-120 arbitres dans la région, actifs. Là, ces temps-ci, depuis la COVID, on est rendu avec 30, 40, des fois 50 arbitres actifs. Fait qu'il y a un niveau, il y a une réalité au niveau arbitrage que vous allez adresser. C'est vraiment un des plus gros enjeux qui est niveau compétition, niveau ligue, niveau équipe, niveau joueur, qui a un impact sur le niveau décrochage. Le fait d'avoir moins d'arbitres, ça a un impact sur le décrochage? Non, c'était deux enjeux différents. Okay. C'est ma faute à moi si je l'ai associé, mais c'est... J'aurais été surpris parce que
Oui, c'est toujours mieux d'avoir un arbitre, et puis je suis pour qu'il y en ait sur tous les terrains. Mais moi, j'aime bien la partie pour les plus jeunes, U9, U12, où il n'y a pas de classement, ainsi de suite. Ça permet de rappeler un petit peu justement qu'on n'est pas à la Coupe du Monde, puis il faut déstresser les parents. Oui, on encourage ses enfants, mais des fois, faut un peu lever le pied, et puis... 100%. Puis il y a eu un projet qui a évolué, mais qui s'appelait Meneur de jeu avec Soccer Québec, qui était de ne pas mettre d'arbitre à U9, U10, puis que les entraîneurs fassent office d'arbitre, mais sous l'optique vraiment du meneur de jeu, donc d'entraîner, de coacher, donner des conseils, et moins avoir le côté réfractaire puis autoritaire de l'arbitre qui est là pour donner des conséquences, parce que les enfants, 9 ans, 10 ans, ils associent l'arbitre à conséquences, à pénalité, à punition, puis tout le côté négatif de l'arbitrage. Mais le projet de meneur de jeu était vraiment plus éducatif pour enseigner quoi faire aux jeunes là-dedans. Donc, quand il n'y a pas d'arbitre, puis c'est des entraîneurs qui sont là, sont capables de coacher leur match, mais aussi d'arbitrer en même temps, mais de donner des conseils. Fait que c'est un côté quand même qui est très intéressant à ce volet-là. Fait que le manque d'arbitre, 9 U9, U10, U11, 12 permet aussi d'être un peu plus éducatif dans l'approche avec les jeunes et d'être un petit peu moins autoritaire sur des cartons, puis on n'est pas tant là-dedans non plus. Fait que ça, c'est un côté quand même intéressant, ça aussi. Ouais, faut que les entraîneurs soient formés à ça aussi. 100%. Les parents bénévoles aussi. Hein. On s'excuse pour les auditeurs, ceux qui écoutent l'audio s'en sont pas rendus compte, mais ceux qui regardent la vidéo, on a eu un petit problème technique, mais il reste le cadrage à ajuster, je crois. Là, tu viens de me rajouter du travail, moi, en post-production, de ce que je vois. C'est pas grave. Du coup, j'ai perdu un peu le fil. Je vais rattraper ça. Donc, ouais, les particularités de la Mauricie, donc c'est nos petits faibles membership, mais ça m'a amené une question qui n'est pas forcément là, mais toi, la RS, tout le monde a volonté d'augmenter le membership. Comme tu as dit, on pourrait facilement amener 500 membres de plus, puis c'est là, moi, en tant que DG, je vais m'arracher les cheveux, il faut me laisser le temps. Mais... Moi, c'est déjà fait. Ça s'en vient. Mais après tout, la volonté, elle est d'avoir de plus en plus de jeunes qui jouent au soccer. Tout à fait. Tout à fait. La Mauricie peut facilement, là, on parlait de 5000, mais tu peux facilement être de l'ordre de 7-8 000 assez aisément avec une croissance organique qui se peut. Mais il y a place à... On a les infrastructures, énergie, vous avez des merveilleux terrains qu'on occupe pas au complet. On n'a pas un manque de terrain tant que ça. Fait que il y a vraiment d'autres défis, là, mais c'est pas au niveau infrastructure. Moi, j'ai entendu dire c'est l'encadrement qui va manquer. Exactement. Mais justement, ce serait quoi les plans que tu as en tête? Les plans, puis les objectifs pour la région. C'est quoi tes objectifs pour la région en termes de membership, en termes de développement? Tu t'es déjà fixé des objectifs chiffrés ou... Non, pour la simple raison que faut que ça soit... Moi, je pourrais dire que je veux 8000 joueurs, puis 500 entraîneurs, puis 150 arbitres. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on fasse avec les clubs, qu'on voit avec... Tantôt, on le disait, mais nous, on est l'organe régional qui va régir le soccer, mais chaque club a leur réalité, chaque club a leurs ambitions. Tantôt, on parlait des licences, l'énergie veulent progresser jusqu'où, quel niveau de compétition, parce qu'énergie, tantôt, Jonathan disait, mais moi, quand j'étais ici comme joueur, ça a déjà été des 1200 joueurs et plus, avec des équipes 2A d'un très, très, très bon niveau. Les gens connaissaient beaucoup Énergie Shawinigan, c'était très reconnu au Québec. Je dis pas que ça l'est plus, mais ça a évolué, mais il y a un potentiel incroyable aussi ici, donc... Selon la réalité puis les ambitions de chaque club, de chaque conseil d'administration, nous on va être là pour les guider. Mais c'est pour ça que je n'ai pas chiffré les attentes ou ce que j'aimerais, parce que ça dépend de la volonté de tout le monde. On est là pour le faire ensemble, mais honnêtement, on peut facilement monter jusqu'à 8000 joueurs sans aucun doute. Après ça, on tombe dans la formation, comme tu disais tantôt, des entraîneurs, des éducateurs, même des administrateurs, des employés. Donc, il y a un grand potentiel. Je ne mettrai pas de chiffre dessus, mais je pense qu'on peut monter jusqu'à 7-8 000 assez aisément, honnêtement. Dans les années à venir. Est-ce qu'il y a une pression de Soccer Québec, Soccer Canada pour augmenter les memberships? Parce que tu dis qu'effectivement, c'est le club qui, s'il a envie d'y aller, il y a une hiérarchie, mais si moi, en tant qu'énergie, je dis non, moi, 700 membres, ça me suffit, puis j'ai bien compris que tu voulais augmenter le nombre de membres Mauricie, mais moi, je n'irai pas plus haut. Tu n'as pas de moyen de me forcer ou de forcer le club. Tout à fait, c'est pour ça que je disais que moi, je le vois dans une relation de collaboration. Quelles sont les ambitions d'énergie, où énergie va aller, puis on va être là pour vous aider. Si énergie dit on veut remonter à 1200 joueurs, ben on va vous aider. Si énergie dit on veut être 700, puis on veut bien les encadrer, ben on va vous aider à être 700 et bien les encadrer. Nous, on est là pour vous aider, offrir un service qu'on juge tout le monde de qualité, mais il n'y a aucune pression de nulle part, ni Soccer Québec, ni Canada, ni la région. On est vraiment là pour vous aider à atteindre vos ambitions, de ce que vous voulez structurer comme club, à la hauteur de ce que vous souhaitez puis voulez. On est vraiment là pour vous aider.
si votre désir est X, on va vous aider à aller jusque-là. Puis si c'est Y, on va vous aider à aller jusqu'à Y. Mais on est là pour vous épauler, vous appuyer, puis vous donner les outils que vous avez besoin pour aller jusqu'à où vous voulez aller. Ok. Puis, ultimement, en fait, pour avoir de la compétition intéressante entre 8000 membres, ben moi, il y a une question qui me vient, ou une réflexion qui me vient assez rapidement, c'est est-ce que c'est adéquat que la région ait 4 clubs? Dans le sens où, si on veut varier les adversaires avec qui qu'on joue, est-ce que la région va toujours rester avec 4 clubs ou est-ce qu'éventuellement, il va y avoir une réflexion à faire pour éviter que la moitié de la saison, Trois-Rivières joue contre Trois-Rivières, puis le tiers de sa saison, Énergie joue contre Énergie. C'est un côté extrêmement complexe, ce côté-là. La réforme des clubs, là, je vais peser mes mots dans ce que je dis, dans le choix des mots. La réforme des clubs a amené beaucoup de clubs à penser que être le plus gros possible, c'est ça qui était le mieux, selon les ambitions de compétition et tout le reste. Fait qu'il y a eu énormément de fusions dès l'annonce du PRC, dès l'annonce des licences, avec des bénéfices, des fois avec des complications. C'est pas forcément si je me permets, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que le but c'était aussi de mutualiser les effectifs. C'est un petit club, d'avoir un directeur technique, un directeur ou de l'administration, ça fait lourd financièrement, donc de regrouper, ça part pas sur une mauvaise idée à la base. Tout à fait, mais quand tu as 2000 joueurs, tu as 2000 problèmes. Quand tu as 3000, tu as 3000 problèmes, donc c'est des problèmes différents. Mais gérer des gros clubs, c'est autre chose. Gérer des petits clubs, en termes de membres, pas un petit club en termes de... Mais des petits clubs en termes de membership, là ça devient difficile au niveau monétaire, dans la permanence, fait que c'est beaucoup de ressources de bénévoles qui est là, puis on sait tous que des bénévoles c'est de plus en plus difficile à avoir, donc c'est des réalités différentes. Honnêtement, la région ne pourrait pas dire on veut un club... ça part toujours sur des initiatives citoyennes de dire moi je n'aimerais pas un nom pour pas mettre mais si quelqu'un dit à une place dans sa ville ou dans son village qu'il veut un club de soccer fédéré, ben la personne a des approches à faire ou mais tu sais là on a 4 clubs organisés, structurés qui ont leur secteur, donc tant que tout le monde est heureux, c'est comme ça va rester comme ça, puis ça se passe bien jusqu'à temps qu'il y ait soit un club soit entre eux qui se disent ben c'est peut-être trop gros, on souhaiterait telle affaire. Ça serait autre chose. Mais tant que les clubs sont organisés heureux à 4 clubs, c'est quand même des belles grosseurs de clubs. Énergie, tantôt vous disiez, avec un 700-800 joueurs. Soccer Inter qui est avec un 800-900 joueurs. Trois-Rivières, c'est le plus gros. Qui a eu la fusion à Trois-Rivières aussi, qui dépasse 3000. Mont-Carmel qui est autour de entre 300 et 400. Fait que ça demeure des belles. Honnêtement, c'est des grosseurs de clubs intéressantes avec lesquels travailler, qui ont chacun leur réalité. Mais c'est 4 clubs bien structurés, bien organisés, qui ont des défis, soit de main-d'œuvre ou de bénévolat devant eux autres. Mais pour moi, c'est pas une inquiétude. Les clubs sont bien, sont organisés, sont structurés, c'est assez clair. La relation entre les clubs va de mieux en mieux. Il y a des rencontres qui se font administratives, techniques. Fait que je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie. Fait que le nombre de clubs n'est pas une problématique tant que ça, pour moi, comparé au soit au nombre de membres ou au membership. On va le voir aussi avec la Coupe du Monde qui s'en vient. Il va y avoir une effervescence pour le soccer aussi dans les années à venir qu'il va falloir qu'on gère aussi. Oui. Fait que, si on est prêt avant, on va être prêt à les accueillir, mais tous les intervenants savent, mais la Coupe du Monde va amener beaucoup plus de membership. Mais si on n'est pas prêt, puis qu'il y en a 500 qui veulent débarquer, c'est là que je vous dis qu'on a un boulot à faire en amont pour se préparer à. Mais on sait déjà que ça va se produire. Fait que c'est de voir la volonté des clubs, puis qu'est-ce qui soit de retirer de ça. C'est là qu'on va faire le travail ensemble pour voir comment s'organiser là-dedans. Sourire parce que c'est un peu le discours qu'on a eu au début de saison par an. Absolument. Puis on espère être prêt pour l'an prochain, honnêtement, parce que on ne sait pas. Je pense que c'est une, sinon la première fois là, que la Coupe du Monde a lieu en Amérique du Nord. Là. Deuxième fois. Moi, de mon vivant, j'ai jamais vécu ça. J'en connais pas. J'en connais pas l'impact. Mais déjà, il y a un engouement pour le soccer chez les jeunes depuis plusieurs années. Puis tu parlais tantôt là, de l'arrivée de gens qui viennent de communautés, entre autres maghrébines, africaines, européennes. Et ça se partage, là, la passion. Mais je sais pas, j'ai hâte de voir. C'est pas quelque chose qui
c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à anticiper. Là. Mais est-ce qu'il y a il y a des moyens concrets déjà qui sont mis en place du côté de l'ARS, des choses qui sont réfléchies pour l'an prochain? Ben, déjà, dans la formation des entraîneurs, cette année, on a formé au-dessus de 90 entraîneurs cette année avec les cours communautaires. Puis il y en a eu 2 à Shawinigan aussi cette année qu'il y a eu. Oui. Fait qu'on a formé beaucoup d'entraîneurs cette année. Fait que, le premier, on en parlait tantôt, mais le premier pas va devoir là. L'encadrement qu'on peut leur offrir, parce que vous savez mieux que moi, mais sans forcer, là, vous pourriez monter de plusieurs centaines de joueurs, d'après moi, sans forcer, juste en acceptant les gens qui arrivent. Mais comme on disait tantôt, il faut qu'on soit capable de bien les accueillir. Fait, honnêtement, puis là, c'est pas tout à cause de nous, mais cette année, les Jeux du Québec sont à Trois-Rivières cette année. On travaille sur d'autres événements aussi à amener dans la région qui vont avoir une effervescence vraiment importante. Oui. Donc, les joueurs vont venir nous voir. Fait que nous, c'est de s'assurer qu'on soit prêt à l'avance pour quand que ça va se produire. Donc, un des premiers leviers devenait vraiment dans la formation des entraîneurs. Tantôt, on parlait aussi ensemble de projets qu'on a dans l'encadrement des clubs. Il y a des choix qu'on a d'être plus présents pour vous accompagner sur les terrains. Parce que former des entraîneurs en classe puis en théorie, ça va. Mais après ça, on va être capable d'aller sur les terrains avec vous pour s'assurer que ce qu'on leur donne comme savoir, comme connaissance, ils sont capables de l'appliquer sur le terrain. Donc, il y a d'autres projets qu'on a pour être plus présents encore sur les terrains aussi avec vous, pour vous aider, connaître vos joueurs, puis vous aider à les former. Donc, je pense que tout ce qu'on peut faire comme moyen en amont va nous aider par la suite, mais on est vraiment là, la formation des entraîneurs théoriques, formation continue, formation aussi des clubs, aider les administrateurs, aider les conseils d'administration, aider les employés à bien les accueillir, bien s'en servir, connaître les outils technologiques aussi pour être capable de les accompagner. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Le côté compétition est aussi vraiment important, on en parlait beaucoup tantôt, mais si on leur offre pas de compétition intéressante, ils continueront pas. Là. Donc, on peut former les coachs, mais si ce qu'on leur offre comme match, compétition, organisation n'est pas conséquent à leur désir, à leur volonté, on va travailler pour rien. Donc, c'est tout ce côté-là, quand on parlait d'âge pur, de niveau de compétences différents. Fait qu'on est tous là-dedans pour leur offrir une expérience stimulante, intéressante, enrichissante pour eux autres. Juste parce que ça me pop dans la tête, justement, tu dis d'offrir une compétition intéressante aux enfants. Tu sais, je reviens sur les U9, U12, il n'y a pas de classement. Mais les feuilles de match, quand les arbitres, vous les avez, vous surveillez quand même les écarts qu'il y a sur les matchs ou vous ne regardez pas du tout ça? Ouais, c'est une des choses qu'on regarde le plus, puis on en parle avec les clubs à chaque année. Mais tu sais, on veut. Tantôt on le disait, puis il va toujours un premier puis un dernier. Il va toujours avoir des 10-0 comme des 0-0. Le sport, c'est ça. Mais on veut s'assurer que les équipes soient dans le niveau le plus conséquent pour elles. Fait que ça, c'est les clubs qui classent les équipes dans les niveaux dans lesquels les équipes pensent que ça se peut. Mais au final, s'il y a des choses récurrentes année après année, mais nous, c'est là qu'on l'adresse avec les clubs pour leur dire pose un peu plus de questions ou vous regardez ton équipe parce qu'ils ne sont pas dans le bon niveau du tout. À l'inverse, on l'a fait l'année passée, on le fait quand c'est nécessaire, mais une équipe qui est mal classée en début d'année, on les laissera pas se faire taper toute la saison à chaque match. L'année passée, il y a 2 équipes qu'on a changé de catégorie en cours de saison en faisant les horaires. Mais si on voit le mur, on ira dans le mur. S'il y a des choses qu'on peut faire pour changer ça, on va essayer de le faire avant d'arriver dans le mur. Mais pareil, tu n'as pas de pouvoir autoritaire ou hiérarchique pour dire au club tu as tant de membres, ça veut dire que tu as tant d'équipes orange, tant d'équipes bleues. Oui, il y a des pouvoirs, on appelle ça la pyramide inversée, mais il y a une chose qu'on a faite, quand tu as 3 équipes, ça t'en prend une dans le bleu puis 2 dans l'orange. Un club ne pourrait pas avoir 3 équipes dans l'orange sans avoir de bleu quand tu as 3 équipes. Quand tu es 6, c'est 2-4, mais oui, il y a des moyens qu'on a mis en place pour éviter ça, assurément, on n'a pas le choix. Moi, je pense que ça fait le tour. Ben, c'est ce que j'aimerais dire, on a pas mal couvert. Un petit peu, j'espère que tous les auditeurs ont un peu mieux compris à quoi sert la RS. Comme on dit, ça mange quoi l'hiver, quoi. Que ça se donne une bonne idée, puis que ça soit pas juste vu comme l'obscur organe qui envoie des lois et qui vient nous noter. J'espère que ça sera pas vu comme ça, qu'on a essayé d'éclairer le maximum. Je sais pas si tu avais autre chose que tu souhaiterais rajouter, Patrick? C'est assez complet, tu l'as dit, les gens ne connaissent pas ça. En même temps, c'est correct parce qu'il faut que le premier point de contact soit avec les clubs. Quand on en parlait, là, nous, on est là
oui, il y a le côté discipline d'autorité, mais c'est pas la façon que moi je veux développer. C'est vraiment le côté relationnel. Fait que merci beaucoup de l'opportunité de parler ensemble parce que oui, les gens ne connaissent pas beaucoup l'ARS. Fait que ça nous a permis d'éclairer un peu. Mais on est vraiment là pour aider les clubs, collaborer avec les clubs, participer sur des projets spéciaux. On est vraiment dans la promotion du soccer, dans le développement, dans la croissance. Autant du nombre de membres, mais autant dans l'expérience aussi. On est vraiment là-dedans pour vous aider. Vous savez déjà, mais n'hésitez pas à nous contacter. On sera toujours là pour vous donner un coup de main et vous accompagner. J'entends Kevin rire pour moi. Oh, bah, je pense que j'ai utilisé tous les moyens. Mail, texto, Messenger. Je crois que je t'ai harcelé sur tous les moyens de communication. Tu réponds à chaque fois, donc il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est nous qui disons franchement merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir brisé le stress aussi, la gêne d'être ici parmi nous aujourd'hui. Là. Donc, un grand merci pour ta générosité et ta présence aujourd'hui. Là. C'est très, 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 très apprécié. Là. Et puis pour nos auditeurs, donc, on fera 2 autres épisodes avec l'ARS pour présenter toute la partie sportive, parce que vous gérez une bonne partie du sportif, et puis l'arbitrage. Je tiens beaucoup à faire un podcast sur l'arbitrage. Absolument. Parce que je sais que c'est un problème, pas que dans la région, hein. Je pense que toutes les régions, tous les sports même sont touchés par ça. Donc j'aimerais vraiment remettre en avant puis expliquer pourquoi on manque d'arbitres. C'est un petit peu la faute. C'est très, très, très intéressant, assurément. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Mais un grand merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin aussi. J'espère que ça vous a aidé de votre côté à avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre région et de notre ARS et de ce que Patrick a comme vision là, de nous amener pour la région. Donc, on vous invite à vous abonner et à suivre nos différents réseaux sociaux. On n'a pas encore assez de réflexes. On n'a pas encore assez de réflexes, mais ça va s'en venir. Puis, je dirais que au moment de publier la portion vidéo de ce balado, probablement qu'on va avoir lancé notre chaîne YouTube. Mais sinon, vous pouvez vous enregistrer là, sur Podbean ou sur Spotify, YouTube Music et Amazon Music. Alors voilà, un grand merci à tout le monde. Merci, au revoir et à la prochaine épisode. C'était un plaisir. Bye. Merci beaucoup.